Là, c'était des pleurs. Je pleurais. Je pleurais et puis souvent, tu dois te relire. C'est très, très, très important parce que quelqu'un qui va lire un livre, c'est son temps qui vous le donne. Mhm. Ben, en fait, aujourd'hui, je suis au regret de dire ça parce que c'est plusieurs histoires que j'entends. Et puis, dans l'accueil. Parce que quand on écrit, on s'accueille. Ça peut être un genre de sentiment de culpabilité, de remise en cause, parce que quand on pense que, ouais, est-ce que j'ai tout le temps été là, est-ce que j'ai accompli ce que j'ai accompli, puis demain, je ne sais pas, est-ce que ça ne va pas aller jouer dans ce sentiment de culpabilité qui peut être lourd à porter d'ailleurs. Mais qui nous sommes, nous devons nous abandonner, nous devons être dans cet accueil-là. Où sont nos livres? Où sont nos bibliothèques? Dans Paroles et profondeur, nous donnons vie au récit qui transforme. Chaque parole est une clé et chaque profondeur est un chemin. Aujourd'hui, je reçois Raymond Gomis, auteur, avec elle nous allons partager, nous allons aller à travers ses profondeurs. Nous allons parler de son ouvrage, De la fin au commencement. Bonjour Raymond. Oui, bonjour Dov. Comme d'habitude, je suis très heureuse d'être sur ton plateau. Merci. Et c'est un pur plaisir et un bonheur de discuter avec toi. Et aujourd'hui, nous sommes dans une émission particulière, dans un partage, dans ce temps d'échange par terre, parole et profondeur. Et tu me posais la question, où sont nos livres? Donc, moi, je te dirais, nos livres, comment est-ce qu'on les conserve? Donc, si je me base sur ce que Amadou Ampateba dit, à chaque fois que une personne décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais est-ce qu'on a pris conscience que non, qu'effectivement, pour certaines histoires, pour certaines personnes, nous devons transférer cet héritage, toute cette profondeur, toutes ces paroles-là, surtout que en tant qu'afrodescendante, en tant que ivoirienne, ivoiro-canadienne, donc nous avons une culture, une tradition orale et cette tradition est remplie de profondeur et de paroles, mais maintenant, c'est de les mettre dans les livres. Et c'est pour ça, je pense que peut-être tu nous poses la question, mais où sont nos livres? Et seulement aussi, pas seulement où sont nos livres, mais où sont nos livres de qualité et de profondeur. C'est exact. Alors, merci Raymond. Ça, j'apprécie cette façon d'aborder le sujet. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Matou Ampateba, ce qu'il a dit. C'est vrai, ça a peut-être été vrai, mais aujourd'hui, on ne va pas se limiter à ça. Il faut... Maintenant, le livre est devenu pour moi une opportunité, pour même la communauté afro, de pouvoir finalement traduire ces choses-là qui, à un moment donné, ont disparu. Il faut leur donner vie. Voilà, donc merci d'être venu. Ça fait vraiment un bout de temps qu'on se côtoie. Cet ouvrage, on en avait déjà parlé, mais dans le cas de Paroles et profondeur, on va s'arrêter un instant. Oui. On va arrêter de scroller, on va prendre le temps d'aller dans les méandres, aller dans les profondeurs, pour analyser chaque détail, pour aller voir le vécu qu'il y a dedans, et puis finalement, l'impact qu'on peut en retirer. Donc, merci une fois de plus d'être à nos studios. Tous les plaisirs pour moi. Bien. Donc, ça me fait plaisir de parler de la fin au commencement. Vraiment, comment est-ce que j'ai fait pour transformer le cancer en un levier d'impact? De la fin au commencement. Dans tes questions, on pourra voir un peu la profondeur de pourquoi de la fin au commencement. D'accord. Alors, avant de commencer, vous savez, Paroles profondeur, ça nous permet de mettre en avant non seulement les auteurs d'ici et d'ailleurs, ça nous permet d'aller voir. Habituellement, quand on écrit un ouvrage, c'est parce qu'on a quelque chose à dire, parce que quand on n'a pas de quoi à dire, on se tait. Tout à fait. Et si on a de quoi à dire, c'est qu'on prend le temps de penser ce qu'on va dire. On prend le temps de s'écouter, de se relire, parce que à travers ce qu'on veut transmettre, c'est quelqu'un qui va certainement s'abreuvoir de ce contenu-là. Alors, avant de commencer, véritablement, comme je le dis, décoller, on va prendre la hauteur finalement. Si tu me permets, je vais lire la 4e de couverture pour préparer l'environnement, pour qu'on sache ce à quoi on s'attend. Alors, comme Raymond l'a dit, Raymond est survivant de 3 cancers. Oui. Bon, vous savez, hein, habituellement, quand on dit cancer dans la communauté afro, ça rime avec beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Bon, on va commencer par la 4e de couverture, on va dégrainer, on va rentrer dans les profondeurs avec Raymond. Alors, c'est à mon tour, j'aime bien cette partie de lecture, là.
De la fin au commencement. Comment j'ai fait pour transformer le cancer en un véritable levier d'impact? Dans la vie, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Le remords ou l'acceptation de notre histoire afin de vivre une vie nouvelle. Raymond Gomis, épouse et mère de 4 enfants, nous fait part de son expérience de vie. Face aux événements difficiles qui auraient pu avoir une atteinte directe sur sa personne, elle a su, telle une combattante infatigable, désencombrer son passage afin de marcher dignement. Son premier levier a été son foyer. Grâce à une ferme décision suivie d'actions ciblées, elle a pu affronter les épreuves telles que le cancer et d'autres types d'abus. Là où d'autres auraient abandonné, elle a continué. Son envie de se libérer et d'exprimer son potentiel a été plus forte que tout. Au cœur de la narration de sa vie, elle invite chacun à se questionner sur ses motivations réelles. Vivre sereinement malgré les défis de la vie est à la portée de tous. Raymond Gomis, signature, l'inarrêtable activatrice de destinée. Bon, alors ça plante le décor de ce qu'on va aller chercher à découvrir à l'intérieur. Raymond, quand je relis la 4e de couverture, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Ah, ça évoque de beaux souvenirs, ça évoque mes écrits. Je me rappelle qu'à chaque fois quand je partais sur des conférences et puis que je parlais de mon histoire, les gens me disaient, est-ce que tu as un livre? Est-ce que tu as un livre? Et puis je disais, vous savez, quand on doit produire un livre, on doit produire un livre de qualité. Et on doit produire ce livre-là de telle sorte que ça puisse transformer les gens. Ils doivent sentir un réel impact sur leur vie. Et ça m'a rappelé les moments où je l'écrivais, que ce soit en journée, que ce soit en nuit. Et je ne m'arrêtais pas parce que c'était vraiment un délice de faire cela. Et aujourd'hui, comme je dis, ça me ramène aussi à mes autres écrits que je suis en train de faire maintenant. Les gens diront, oh, mais pourquoi tu n'as pas fait sortir il y a tant. Mais je pense qu'un livre, peut-être que on peut écrire le manuscrit et tout ça, mais c'est que même pour le faire sortir, il y a le moment. Il y a comme certaines une maturité émotionnelle pour pouvoir faire sortir ce livre-là. Et quand tu fais sortir ce livre-là au bon moment, il devient comme un griffe, un best-seller. Voilà un peu. Excellent. Alors, donc, parlant, d'abord, tu sais, pour écrire, hein, il y a plusieurs raisons qui amènent les gens à écrire. Oui, bien sûr. Alors, toi, le fait d'avoir écrit cet ouvrage, je comprends bien qu'à le moment, on va revenir dessus. Quel a été le déclic pour toi? À quel moment tu t'es dit, mais vraiment, c'est peut-être le moment? Et au passage, hein, pour continuer, les statistiques démontrent que sur 7 personnes, il y a au moins 5 personnes qui veulent écrire. Parce que c'est un moyen d'expression. Vous osez prendre la parole qu'on ne vous donne pas. Et ça, c'est bon parce que ça permet, pour certaines, c'est une forme de libération également. D'accord? Alors, toi, Raymond, à quel moment tu t'es dit, voilà, c'est le bon moment pour toi de pouvoir traduire ton vécu en mots, consigné dans un ouvrage qui va certainement donner la chance à d'autres personnes? La date, proprement dite, je ne pourrais le dire, mais parce que, en fait, comme je dis, mais ça, par contre, la raison, la cause, c'est que tout le monde me demandait où est-ce qu'il pouvait se procurer le livre, parce qu'il n'y avait jamais assez de temps pour parler de mon histoire. Okay. Et ils trouvaient que non, que j'avais une certaine résilience et ils avaient besoin de s'en inspirer. Et maintenant, quand l'opportunité, parce que aussi, il faut aussi attendre aussi, comment on appelle ça, l'écriture, dans l'écriture, il faut avoir aussi la bonne équipe. C'est-à-dire que souvent, tu vas avoir l'éditeur. Il faut trouver la personne avec qui tu vas écrire le livre. Qui va t'accompagner dans ton projet de traduire et tu seras idées. Confortable. Donc, c'est vraiment ça. Donc, et c'est pour ça que quand je l'ai écrit, je pense que je l'ai écrit à tout casser, mais dans la période, j'avais d'autres événements. Mais sinon, à proprement dit, probablement que je l'ai écrit en 15 jours, mais en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, je les ai écrits parce que, comme je disais, je faisais d'autres événements en même temps. Et c'est ça. Mais
Et à l'époque, ben, même s'il y avait déjà chat et puis il y avait déjà l'IA, mais c'était pas encore très, très développé. On nous annonçait les couleurs. Mhm. Donc, je les ai tapées sur mon ordi matin et soir. Et comme nous sommes dans Parler profondeur, j'espère que les gens vont continuer à taper leurs manuscrits, à taper leurs écrits Mm. et à ne pas utiliser l'IA pour pouvoir écrire leurs livres. C'est ça. Ben, de toute façon, une histoire qu'on vit, elle reste unique dans son genre. Est-ce qu'on peut faire écrire cette histoire par l'IA? Ben, en fait, aujourd'hui, je suis au regret de dire ça parce que c'est plusieurs histoires que j'entends. Mm. J'ai une de mes mentors un jour qui a pris le livre d'une personne. Mm. Parce que souvent, tu sais, il n'y a pas seulement la capture de couverture. Tu Mhm. sais, Il il y y a a la popo. le voyage, Voilà, ouais, la donc, propos, le voyage, voilà, tout ce qui donc va avec. on lui a demandé de venir écrire la popo, mais elle, comme elle connaissait la personne, elle a fait confiance et elle n'a pas, au moment où elle avait jeté, elle a pris le temps de lire complètement, pas en dialogue. Elle a vu que c'était un ramassis d'idées qui étaient pêle-mêle. Elle était déçue. Donc, tu vois, quand tu viens apposer ton nom sur un livre qui sera vendu partout, c'est comme ton empreinte, c'est comme un peu ton expérience, c'est comme un peu ton crédit, ton cachet. Mm. Donc, c'est vraiment important de faire aussi attention à ça. C'est ça. Et on voit aussi aujourd'hui des gens, tout le monde veut écrire parce que peut-être que c'est une source de revenus. Mais je pense que dans nos discussions, je t'ai dit que non, qu'on a des auteurs, Mm. que ce soit des auteurs en philosophie, que ce soit des auteurs en français, Mhm. souvent qui ont écrit un seul livre. Oui, Mais pour ces auteurs même ne sont plus là, qui sont encore des best-sellers. absolument. Le plus important, c'est de pouvoir écrire, de retenir la nomenclature, la syntaxe, la figure de style. Comment est-ce que je véhicule le message pour que toutes sortes de personnes, de clientèle soient touchées. Ouais. En fait, si tu veux, je complète. Le but, c'est pas juste d'accoucher le livre. Voilà. C'est comme j'ai une histoire, je vais raconter l'histoire, allez, je la prends, puis c'est fini. Ouais, c'est Ouf, j'ai fait mon accouchement, c'est fini. Non. Non, c'est ça. Un livre, tu savais qu'il y avait l'édition traditionnelle. Hein? Un livre, ça suit quand même un canevas, ça suit des règles pour finalement livrer un contenu de qualité. Et ça compte beaucoup. Au passage, je peux te dire que j'ai déjà eu des expériences livresques, des expériences de lecture, où honnêtement, quand j'ai fini de lire le livre, j'étais fâché contre, contre l'auteur. Mais en même temps, je me suis dit, mais en fait, il a quand même réussi un coup. Parce que c'est un auteur que je ne connaissais pas. J'avais une idée en tête, je suis allé fouiller un livre, puis c'est ce livre que j'ai pris. J'ai dit, ouais, peut-être que le contenu n'était pas à la hauteur, mais avouons que le gars, marketing, il a réussi à me poigner. Parce que c'est sur la barre des éléments extérieurs que je me suis décidé à acheter le livre. C'est juste que j'ai été déçu. Mais le problème, en fait, c'est ça aussi. Ben, c'est pour ça que comme des éditeurs comme les éditeurs de la francophonie, ils ne vont pas prendre tous les manuscrits, ils ne vont pas prendre tous les écrits que les gens, les premiers jets que les gens ont fait. Ils font lire à des lecteurs qui sont souvent des enseignants, des professeurs de français, mais des gens qui sont là pour comprendre. Et il faudrait que quand tu écris ton livre, tes enfants soient capables de pouvoir le lire et de comprendre et de pouvoir expliquer à d'autres personnes, comme des personnes aussi de professeurs à l'université qui sont capables de comprendre et puis de ne pas se perdre dans un langage trop familier. Il faut trouver le juste milieu. Mais en tout cas, ça, c'est moi. Mais je pense que dans Parler profondeur, quand tu trouveras d'autres personnes avec qui tu vas échanger, ça va être d'autres choses. Tu sais, il y a quelque chose, la personne qui a écrit la préface, je veux juste te lire pour te dire déjà, dans la préface, c'est pas moi qui suis en train de lire. Écoute, en fait, quand elle a commencé à écrire, ça m'a fait penser à comment on introduit Bridgerton de Shonda Rhimes. Elle dit, cher lecteur, chère lectrice, à la page 20. Je vous invite maintenant à tourner la première page de ce livre avec un esprit ouvert et un cœur réceptif. Page 20, voilà. Réceptif. Donc, tu vois, que chaque mot résonne en vous comme un écho vibrant de la possibilité infinie de guérir et de grandir. Que cet ouvrage devienne votre compagnon bienveillant, vous apportant soutien
compréhension et espoir, tandis que vous entamez votre cheminement vers la guérison émotionnelle. Osez avancer avec courage, mais également avec bienveillance, surtout envers vous-même. C'est vous qui détenez le pouvoir de transformer votre expérience et de trouver la sérénité au-delà de la maladie. Là, nous sommes sur vraiment le plateau de Paroles et Profondeur. Quand tu lis, c'est-à-dire la personne même qui t'écrit la préface, tu as un avant-goût de ce que tu vas découvrir dedans. C'est ça. C'est-à-dire que, non, que les mots sont placés pour te permettre de te délecter de ce moment. Et pour te dire, j'ai envie de tourner la prochaine page. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? C'est ça. Ben, en tout cas, pour la qualité des livres, c'est très, très, très important. Parce que quelqu'un qui va lire un livre, c'est son temps qui vous le donne. Alors, quand il vous confie son temps qui part de là frustré, bah, c'est une expérience qui va non seulement le marquer à jamais. Le livre dont je parle, je tais le nom de l'auteur. Ben, c'est sûr que lui, je ne vais plus jamais acheter un de ses livres. C'est ça. OK? C'est ça. Tout comme il y a un autre livre que j'avais déjà acheté aussi, quelqu'un qui méritait des prouesses dans un certain domaine. Puis quand j'ai lu le livre, honnêtement, là, c'est du ramassis de pseudo-contenu, mais qui n'a aucune valeur. C'est pour ça, justement, qu'aujourd'hui, même s'il faut lire, ben, ce n'est pas n'importe quel auteur qu'on va lire, ce n'est pas n'importe quel contenu également qu'on va aller lire. Non, non, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bien. Et pour continuer sur cette même lancée, ce livre se veut, ben, d'autres personnes diront ben, oui et non, mais quand on parle de développement personnel, on a l'impression que c'est quelque chose qui est inatteignable ou bien que sur la planète Pluton. Non. Il faut comprendre, c'est comment est-ce que je vais grandir? Juste seulement, personnellement, comment est-ce que quand je lis le livre de Doff, ça vient me chercher? Comment est-ce que quand je lis le livre de telle personne, Florent, ça vient me chercher? Comment est-ce que quand je lis le livre d'un auteur ou bien la citation d'un auteur, par exemple, comme ça, agis de telle sorte que la maxime de ta volonté s'érige en loi universelle. Quand je lis certains auteurs, je me rappelle, c'est-à-dire que ça vient créer un bouleversement en moi qui va me permettre de pouvoir créer ce processus-là de transformation. Et c'est ça, c'est ce que nous devons ressentir. Pourquoi est-ce que souvent on dit à nos enfants de lire? C'est parce qu'ils vont découvrir un nouveau mot. C'est parce que ce mot-là va les pousser à aller chercher dans la lecture pour comprendre la profondeur du message qui est véhiculé. Qu'est-ce que tu en dis? Ben, comme je t'ai raconté l'histoire, c'est moi qui pose des questions. Non, c'est bien. Mais effectivement, avant d'aller même plus loin, c'est prendre le temps de lire, ça veut dire que c'est déposer son téléphone. Prendre le temps de lire, ça veut dire que c'est déconnecter volontairement tout le bruit qu'il y a autour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bruit, ça veut dire que j'ai décidé à cet instant de tout arrêter pour concentrer mon énergie sur un ouvrage dans lequel je dois faire un effort cognitif, de capter les mots dans les contextes, de leur donner de la valeur et finalement réussir à voyager par moi-même. Et c'est là où il y a toute la beauté de la lecture et finalement de la profondeur. Parce que même pour écrire, pour faire par exemple une vidéo, là, c'est facile. Là. Oui. Mais la caméra raconte ta vie. Là. Mais si ce que tu racontes, tu dois l'écrire, mais tu es obligé de structurer ta pensée. C'est ça. De la rendre logique, c'est ça. Compréhensible par le lecteur et que c'est du sens pour toi-même d'abord et pour les lecteurs. Et ça donne l'occasion de te challenger dessus. Donc, tu ne peux pas juste écrire n'importe quoi, là, parce que ça va paraître. Là. Tout à fait. Et surtout, la chronologie est très importante. C'est exact. Sinon, après, les gens vont dire, ben, on était au début, mais pourquoi on se retrouve au milieu? C'est ça. Et puis après, on se retrouve à la fin. C'est ça. On n'est pas en train d'écrire forcément un livre de Star Wars où ils ont commencé l'histoire par la fin. Donc, au moins, si tu dis aux gens qu'on a commencé l'histoire par la fin, ils savent de quoi s'en tenir. C'est ça. C'est vraiment important, comme ce que tu as dit, tous ces mots que tu as dit, c'est vraiment important qu'on suive tout ce canevas-là pour produire quelque chose. C'est ça. Alors, bravo. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller
de la fin au commencement. C'est-à-dire Mhm. qu'on cherchait à décoller maintenant, on va rentrer en profondeur Bien dedans. sûr. Alors, Raymond, tu es suivante de 3 cancers. Qu'est-ce que ça t'a fait pendant ton processus d'écriture de commencer à parler de ça? Parce que moi, j'ai lu la première partie où tu ne t'attendais pas du tout, tu avais une vie toute remplie, un calendrier rempli avec des grandes ambitions. C'est contre toute attente que subitement, après un petit malaise, on te découvre quelque chose qui est comme, mais comment ça peut arriver? J'ai toujours été réglo, j'ai essayé d'avoir une hygiène de vie, tout ce qui va avec. Pourquoi c'est arrivé? Donc, toi, dans ton processus d'écriture, quand tu as commencé à revivre les éléments pour donner vie à d'où tout ça a commencé, qu'est-ce que ça t'a fait, Raymond? En fait, je pense que quand on est dans le processus d'écriture, euh, on sort du déni. Parce que, en fait, quand on vit l'émotion, l'action, on peut être dans le déni, ça c'est un, ou bien on peut être comme en mode survie. Ou encore, on peut être, on est comme en mode tétanisé. Hmm. C'est-à-dire que donc, là, tu es, voilà, le bon mot, c'est en mode automatisme. Donc, c'est comme ça se déclenche et tu dois faire une action, un pas à l'avant, un pas à l'avant. Hmm. Mais lorsque tu es dans le projet d'écriture, tu es dans l'accueil et tu as un regard différent. Mhm. Et toi-même, tu es rempli de compassion pour l'auteur qui n'est autre que toi-même. Ouais. Parce que tu te dis, c'est ce que cette personne a vécu. Parce que le problème, c'est que quand toi, tu écris, l'auteur, tu vas utiliser la troisième personne. Et puis, c'est comme si tu essaies de te mettre dans ta propre eau pour pouvoir écrire. Mais je ne sais pas si tout le monde fait le même processus. Et là, tu dis, ah, mais tu te rends compte que, mais ici, je n'ai pas été indulgent avec moi. Mais ici, j'ai été trop sévère. Mais c'est là que tu te rends compte. Et c'est là que tu te rends compte que tu n'es plus acteur ou actrice de l'événement, mais tu as un Un autre regard regard. différent. Hmm. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça que on ressent. Et puis, pendant l'écriture, souvent, mes enfants me disaient, mais maman, pourquoi tu as des fous rires? Et puis, souvent, j'avais des larmes. Et puis, parce que ça vient t'évoquer des moments Hmm. que tu vis ça sur le moment, mais sans plus. Mais là, ça te replonge. Et puis, tu te poses la question, mais comment tu as fait pour t'en sortir de cette situation, par exemple, quand on est venu me dire que, non, que le cancer a récidivé au cerveau, je venais de finir mon secondaire et j'avais fini tout ça et puis j'avais appliqué pour le cégep, j'avais été acceptée, tout ça. Comme je dis, j'avais des grandes ambitions, aller en travail social et tout ça. Et là, on me dit que non, on a découvert un cancer sur mon cervelet, en bas de mon cerveau. Je dis, mais non, mais je peux pas accepter ça. Et le médecin, je dis, non, moi, je suis pas de médecin neurochirurgien et tout ça. Ben, le gars, il voyait que non, que j'avais de la difficulté à accepter. Je dis, oui, je comprends pas. Surtout que non, que j'ai une bonne hygiène de vie, j'ai fait ce qu'on me dit. Mais au moment de prendre la décision de se faire opérer de cerveau, et dans la partie où on devait m'opérer, elle est réellement délicate. Et généralement, ces opérations, ce sont des opérations de longue, c'est vraiment des heures très, très longues. Et délicat, j'imagine Oui, aussi. oui, oui, bien sûr, on a fait 13 heures au bloc. Donc, mais là, il fallait que je prenne la décision de me faire opérer. Mhm. Mais c'était une question de... Je réfléchis pas et puis je me rappelle que Benjamin, mon époux, me disait, est-ce que tu te donnes pas le temps de réfléchir? Et puis je disais, mais si je réfléchis pas, rien ne va changer. Ouais. Donc, ben, ça passe ou ça casse. Même j'ai signé les papiers de décharge au cas où je cassais la pipe. Mais c'était ça. C'est comme juste, tu es comme dans un drive là, Mhm. et tu marches comme ça, et puis tu avances seulement comme tête baissée. Mais quand tu écris, tu te demandes, mais comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu as fait? Mais c'est vrai que non, que ça, c'est dans un contexte de maladie, mais tu te demandes, où est-ce que tu trouves la force? Est-ce que tu étais prêt émotionnellement à écrire ce livre? Donc toi-même, tu as des questions
peut-être aussi des questions que peut-être les lecteurs aussi ou les lectrices, ils vont se poser. Mais c'est vraiment dans la compassion et puis dans l'accueil. Parce que quand on écrit, on s'accueille. On accueille la situation. Dans l'écriture, on comprend le mot résilience et c'est là que non, que on accueille. Donc voilà. OK. Alors, je réfléchis quand même encore. Entre le début de malaise, de mal-être, la recherche évidemment de solutions, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais est-ce que ce n'est pas les sorciers de mon village qui ont fait un meeting contre moi? Est-ce que c'est des choses qui te sont déjà arrivées dans ton processus de réflexion, de dire, mais pourquoi? Comment? Bien que donc, quand j'ai fini mon bac et que je suis allée, on m'a orientée en lettres modernes, à la base, je suis une personne très cartésienne. Hmm. J'aime prendre mes décisions, faire des choix sur des valeurs probantes, sur des statistiques. Donc, ben oui, c'est vrai que quand on a changé la date de la première opération pour l'ablation du poumon gauche, je ne savais pas que j'en allais me faire l'ablation du poumon. On partait juste pour enlever un petit truc. On devait m'opérer un 16 novembre, mais quand on a envoyé l'opération le 31 décembre, je dit, mais là, je pense que je suis le gibier des Ouais, gens. là, c'est pour faire le 31 Voilà, avec. voilà. Ouais, je vois. Donc, c'est ça. Mais sinon, après, je me dis non, mais j'ai pas vraiment laissé place à cela. C'est pour ça que je dis que non, que au moment d'écrire, on s'accueille. Mais parce que lorsque on doit prendre des décisions et qu'on vit ça dans l'instant présent, on est en mode survie. Oh, c'était comme si tu as que des ailleurs et puis toi, tu dois avancer seulement. C'est ça. Alors, j'aime bien cette partie de dire, j'ai pas laissé place. Parce qu'on ne peut pas parler de résilience si on laisse justement place à ces pensées envahissantes qui vont nous faire croire tout ce dont on a peur. Plutôt que de s'aimer, ben, c'est qui peut nous nourrir, même dans l'espoir. Et ça fait la grosse différence là. C'est bien. D'accord. Quel a été le moment le plus difficile pendant ce processus d'écriture? Ou de traduire son vécu sous forme de livre? Quel a été le moment le plus difficile? Je pense que c'est où les fois où je devais trouver les synonymes des mots pour aller chercher les mots justes pour traduire ce que je ressentais. Ouais, mettre des mots sur les émotions. C'est ça, c'est Ouais. très très important parce que souvent, il y a certains mots qui peuvent dépasser nos pensées, qui ne sont pas justes. Mais ça, c'est vraiment le travail minutieux qu'il faut faire et ça te demande d'aller en profondeur. C'est-à-dire que ça demande de faire une introspection et c'est dur. Et, en fait, c'est surtout je pense bien, je pense que c'est la deuxième fois. Le premier cancer, c'est vrai que non, que j'écris que non, que c'est ma grossesse qui m'a sauvée grâce à ma fille, ma dernière, tout ça. Mais là, j'étais jeune, donc avant, mais c'est vrai que je venais d'arriver d'immigration, mais j'étais sportive, je faisais de la marche, de la course, tout ça. Mais comme je dis, je joue au basket. Donc, je comptais sur mes capacités physiques pour pouvoir recouvrer la Ouais, tu disais santé que non, voilà, dans je le suis système. capable. Mais quand le troisième est arrivé et que je voyais encore la jeunesse de l'âge et je voyais mes enfants encore petits, tout ça, et je disais, mais je comprends pas. J'ai jamais fumé, je ne bois pas. Pourquoi est-ce que d'abord un cancer du poumon et ensuite... Donc, mais qui va s'occuper de mes quatre enfants? C'est vrai que le père est là, mais c'est pas pareil. Est-ce que je vais tenir la main de mon fils pour l'accompagner à son mariage? Est-ce que je vais voir mes filles peut-être mettre au monde leurs premiers enfants? En fait, il y a tout un scénario qui arrive. Est-ce que j'aurai le temps de pouvoir apprécier cette vie pour laquelle je me suis sacrifiée, pour laquelle
je me suis déracinée en passant par ces différents pays-là, où à chaque fois, c'était comme un déchirement, une rupture, un deuil. Donc, je pense que quand je passais là, c'était des pleurs. Je pleurais. Je pleurais et puis souvent tu dois te relire. Donc, je pleurais. Je pleurais parce que je me disais que je suis en mode sursis, c'est-à-dire que je dois apprendre. Et là, on ne nous a pas appris à vivre dans l'instant présent. On nous a appris à regretter le passé. On nous a appris à nous projeter pour demain. Or, demain n'est pas encore arrivé. Demain est incertain. Donc, le moment qu'on doit apprécier, personne ne nous a montré à vivre dans l'instant présent. Et là, maintenant, tu te rends compte que tu dois chérir cet instant présent-là. Tu dois chérir les moments que tu passes avec tes enfants, avec ton conjoint, avec les personnes qui te sont proches. Mais ça vient te chercher parce que tu as un sentiment de ne pas être là au bon moment pour eux et puis d'avoir pas accompli ce pourquoi tu es là. Voilà. Est-ce que ça peut être un genre de sentiment de culpabilité, de remise en cause? Parce que quand on pense que, ouais, est-ce que j'ai tout le temps été là? Est-ce que j'ai accompli ce que j'ai accompli? Puis demain, je ne sais pas, est-ce que ça ne va pas aller jouer dans ce sentiment de culpabilité qui peut être lourd à porter d'ailleurs? Mais est-ce que c'est un... Je pense que c'est un sentiment d'impuissance. OK. C'est C'est comme je pas... vois, mais je ne suis pas n'as... capable, puis Voilà, je peux rien tu peux faire. rien faire. C'est comme un peu... je veux dire que depuis qu'on m'a enlevé le poumon, depuis le 30 décembre 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé la chimio en 2014. Mais dans ce parcours de marche avec le cancer, il y a beaucoup qui ont tiré leur révérence en chemin. Mm. Donc, oui, les gens vont dire que oui, oh, je suis navré, je compatis, mais ils peuvent pas comprendre réellement ce que tu vis. Ils peuvent pas, ils vont essayer de se mettre à ta place, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas comprendre, ils peuvent pas vivre. Ils n'ont pas expérimenté le vivre du sans lendemain parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Et c'est à partir même de cette histoire que ma fille a écrit un slam cette année. Et puis elle m'a dit, maman, à chaque fois que je me réveille chaque matin et que je vais voir que tu respires, je me t'autorise à respirer aussi. Parce que toute la nuit, je retiens mon souffle. Et elle a eu le deuxième prix de slam de toute l'école. Excellent, ça. Mais oui, c'est vrai, c'est excellent pour son écriture. Mais je veux te dire que l'impact de la maladie, elle est beaucoup plus grande. Et toi, tu vois, je pense pas même que tu puisses te culpabiliser. Je pense que c'est vraiment un sentiment d'impuissance. Parce que ce sont des choses que tu ne peux pas maîtriser. Tu n'as vraiment, tu n'as aucune emprise, tu n'as aucun vraiment Aucun contrôle, contrôle aucun dessus. autre moyen. C'est ça. Et ça va beaucoup te chercher. Mais quand on continue quand tu continues d'écrire, ben, il y a toujours une lueur d'espoir parce que tu es encore là. Mais c'est vraiment l'écriture là de ce qu'on vit, peu importe le sujet, c'est une profonde introspection. Et il faut être authentique. Il faut être dans une certaine véracité et de soi-même, de qui nous sommes. Nous devons nous abandonner, nous devons être dans cet accueil-là. Donc c'est un peu ça, Dof. OK. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, oui, mais ça, c'est quand même ma vie personnelle. Pourquoi est-ce que je vais aller m'exposer? Est-ce que tu t'es pas dit ça à un moment donné? Euh, En fait, non, parce que je ne suis pas le genre de personne. je- Le fait qu'on soit dans un contexte migratoire, Mm. je pense que pour moi, c'était comme une mission de pouvoir raconter mon histoire pour que chaque petite fille afrodescendante ou chaque femme afrodescendante soit capable de s'identifier à moi Mm. et de comprendre tout ce processus-là Mhm. et de croire que je peux y arriver. N'oublie pas que donc,
nous sommes des personnes noires et moi, je viens de la Côte d'Ivoire et qu'on disait que non, que la maladie du cancer, c'est une maladie de riches. Mais je comprends pourquoi on dit ça parce que généralement, les traitements que tu reçois souvent sont des traitements, comment on appelle ça, en essai. Et généralement, les traitements en essai sont coûteux parce que on ne fait pas ça pour une grande niche Ouais. ou pour une grande clientèle. Donc, les frais, comme on appelle ça, qui incombent le processus de traitement, sont comme un peu divisés à la petite clientèle qui se présente qui se présente à ce médicament en greffe. Ouais, je Donc, perçois, je c'est ça. perçois. Mm. Mais c'est un peu ça. Donc, il y a tout ça, il y a toute cette compréhension. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on peut parler de culpabilité? Non, on est démunis. Et c'est pour ça que je dis, on a un sentiment d'impuissance parce que souvent, il n'y a personne pour t'expliquer. Tu es obligé de tracer le chemin. C'est ça, c'est ça. Donc, tu n'as même pas le temps de te morfondre, Non, tu fais ce que tu peux, tu es impuissante, mais tu y non. vas avec. Je te donne un exemple. Quand on a fait la première chimio, en fait, tu sais, on est dans un système où le processus est déjà là. Mhm. C'est-à-dire que tu vas, on t'opère, on te coupe les cheveux, tac, 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 tac. Dans le livre, je disais que non, que quand on a fini, j'ai commencé à faire la chimio, à un moment, on me dit, il faut te couper les cheveux parce que tu vas commencer la chimio. Je dis, mais pourquoi est-ce que je veux me couper les cheveux? Mais si tu ne te coupes pas les cheveux, le fait de constater que tes cheveux s'arrachent dans la main est plus violent que si tu t'étais coupé les cheveux. Ouais, que tu t'autorises à les enlever. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais comme on sait que non, que les cheveux sont comme un peu une partie Un de symbole. la femme, c'est un symbole de féminité, c'est un symbole d'assurance, d'estime de soi. J'avais pas coupé mes cheveux depuis belle lurette, mais j'étais chez le coiffeur, c'était des larmes. Mais c'est à cause de quoi je suis allée. C'est parce que ma fille était en train de me brosser les cheveux. Et puis elle dit, mais maman, pourquoi tu as des grosses plaques rondes comme des trous dans ta C'est-à-dire tête? que tu commences à perdre les cheveux. Et moi, je ne peux pas les voir, même si je les brossais, mais je perdais les cheveux déjà. Mm. Et là, elle dit, maman, je vois un gros trou comme une grosse pièce ici. Et puis, tu n'as plus de cheveux ici. Et là, c'est là que je me suis Et rendu tu compte t'es que... rendu compte, ouais. Tu vois, donc, en fait, tu vois, comme je t'ai dit là, tu es juste en mode automate. Tu avances. Et puis, il y a des choses pour lesquelles on ne te l'explique pas bien. Tu es obligé de prendre ça sur le tas. Ou peut-être que tu n'as pas encore le niveau de compréhension. Mais c'est ça. C'est pour ça que dans ce que je dis en tant qu'afro-descendant, on nous parlait de perruques. À l'époque, même il n'y avait pas encore des commerçantes qui vendaient les perruques partout sur les réseaux. Mais la perruque, à l'époque, on te disait, pour avoir une perruque naturelle, on nous envoyait dans un magasin, dans un lieu qui coûtait 1000 pièces. Mais où tu vas, Ouais. pourquoi est-ce que tu vas enlever 1000 pièces pour pouvoir payer une perruque? Oui, c'est vrai que ça va venir bâtir ton estime de toi, mais c'était inconcevable. Donc, on nous donnait des perruques et puis je me rappelle toujours que la première perruque qu'on m'a donnée pour mettre sur ma tête, j'ai dit, mais ça, c'est une perruque de Mamie Cascou. J'étais à l'hôpital et tout ça. Mais, ce parcours, hein, tu l'aurais vu une deuxième fois et puis... à la fin, pendant ton processus, tu pleures, tu ris, mais à la fin de l'écriture de cette première partie, parce que c'est vraiment une première partie, C'est ça. tu as un sentiment de fierté. Ouais. Pas la fierté juste pour l'écriture, mais la fierté d'avoir résisté, d'avoir trouvé la force et le courage d'avancer. C'est parce que tu as trouvé la force et le courage d'avancer que tu as été capable d'écrire. Et maintenant, dans tous les sujets de la vie, c'est un peu ça. C'est Et bien. j'espère que donc, ces écrits-là vont permettre aux gens de croire qu'ils ne doivent jamais baisser les bras. Never give up. Ils doivent se dire que chaque petit effort qu'ils font contribue à la transformation véritable de qui ils sont et de leur environnement. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Chaque petite étape qu'on fait et de ne pas oublier le fait de travailler sur son estime de soi et surtout de garder son authenticité. Ça, c'est vraiment difficile dans un contexte migratoire, dans un contexte où on doit trouver notre identité,
notre identité en tant que canadienne. Non, on ne doit pas laisser notre identité ivoirienne. Est-ce qu'on a eu tous les éléments, les outils pour comprendre le système qu'on doit l'appliquer à soi? Et dans mon cas de survivant de 3 cancers, il n'y a pas que seulement le système de compréhension de toute la société. Là, je suis à un autre niveau. Il y a la compréhension du système de santé, la compréhension du système de prise en charge, la compréhension. Il y a plusieurs coches où à chaque fois quand tu te retrouves, tu es désemparé. Mais les gens n'ont pas l'idée, n'ont aucune notion de ces coulisses-là. Si tu veux, ce sont les coulisses de l'écriture. Waouh, waouh. Mais c'est bien, Raymond. Alors, dans le livre, quelque part, Armando, tu as parlé de chakra. Chakra. Oui. Alors, moi, tout de suite, quand j'ai vu chakra, j'ai pensé à tout ce qui est ésotérique, tout ça. Bon, c'est ma petite pensée, là, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu voulais exprimer par le chakra ici? Oui, en fait, aujourd'hui, il t'arrive de parler des citations de Mahatma Gandhi. Oui. OK. On voit aujourd'hui Mère Teresa qui est allée en Inde. Aujourd'hui, on utilise des citations de Confucius. Il faudrait que les gens comprennent que l'utilisation d'un mot n'est pas forcément l'utilisation de la doctrine liée peut-être par rapport à une culture ou bien par rapport à une communauté. Il faudrait que les gens comprennent que l'utilisation des termes ou bien de mots ou bien peut-être de littératie ou bien de la littérature vient comme pour nous enrichir. Le chakra, c'est simplement des centres émotionnels, mais dit dans la langue indienne, comme dans dans la médecine indienne ou dans la médecine chinoise. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a traduit la médecine occidentale avec l'alphabet que nous avons, est une alphabet tiré de l'alphabet, elle est romanisée, mais elle vient de l'alphabet arabe. Donc, en fait, il faut comprendre que à chacun, on fait une certaine adaptation. Chakra, c'est comme un peu aujourd'hui, tous les enfants, ils utilisent le karma. On utilise le karma. Donc, les chakras, c'est quoi? Les chakras, ce sont les centres émotionnels de notre corps. Et dans notre corps, nous avons 7 centres émotionnels. Donc, nous avons la base, nous avons le chakra racine, nous avons le sacré, nous avons le plexus solaire, nous avons celui du cœur, nous avons celui de la gorge et nous avons celui qui est ici du fond et ensuite celui qui est tout en haut. Donc, nous en avons 7. Mais ces centres énergétiques-là nous permettent de comprendre à quel niveau d'éclosion émotionnelle nous sommes. Et ça nous permet de rentrer en symbiose et en connexion avec notre propre identité, notre propre personne. Donc, j'ai voulu parler de ça pour dire que c'est très important de comprendre que le processus de guérison émotionnelle est plus que primordial dans notre vie. Et comme nous l'empruntons, ce processus de médecine, je veux dire asiatique aux gens, il est important tu sais, en littérature, il faut redonner la référence à la personne d'où vient cela. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot chakra, mais sinon, après, j'ai utilisé centre émotionnel. Centre émotionnel, ok. Donc, si tu vas dans la médecine chinoise, tu vas voir qu'on l'utilise, comme on appelle ça, l'acupuncture. Et l'acupuncture, c'est basé sur la recherche des centres émotionnels? Voilà. Okay. Et quand tu vas voir l'acupuncture, c'est ce qu'aujourd'hui l'ostéopathe, le physio, c'est toutes les connexions où ton nerf et tes veines passent qui vont créer une certaine énergie. Donc, en fait, c'est comme si tu frottes tes mains, tu vas sentir une certaine énergie. Donc, cette énergie-là, quelle est l'énergie que je reçois dans mon corps? Et c'est là que, je ne sais pas si dans le livre, j'ai utilisé le mot égrégore. Donc, l'égrégore, c'est un sac, c'est un sac à l'intérieur que nous avons et notre égrégore va se nourrir de nos expériences. Et c'est un gros sac émotionnel qui, comme, nous construit, nous bâtit. Mais cet égrégore-là, je veux mettre quoi dans ce sac émotionnel? C'est ça qui est très important. Donc là, maintenant, on parle dedans parce que ça permet aussi aux lecteurs de comprendre la recherche aussi qui se fait dans ce processus de guérison par rapport au programme que je fais, puisque je suis coach en développement personnel et en guérison. Je me rappelle que quand je disais que
j'étais coach en guérison, les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais est-ce que donc, c'est religieux? Or, ça n'a rien de religieux, Ouais, c'est purement c'est scientifique. ça. C'est bien, c'est bien. Bravo, bravo. Alors, on a fait le tour, mais il y a une dernière question Oui, avant qu'on ressorte des profondeurs. Raymond, pourquoi est-ce que quelqu'un, monsieur, madame, qui nous suit, devrait lire ton livre, Raymond? le madame et le monsieur, tout le monde devrait lire mon livre pour tirer un peu d'essence de courage. Je suis maman de 4 enfants, je suis diplômée, j'ai fait une, euh, une licence, j'ai fait une maîtrise, je suis arrivée ici, j'ai pas travaillé. C'est-à-dire que tu sais, quand tu t'assois sur papier là, tu bâtis de grands espoirs. Ouais, Et là, aujourd'hui, tu te poses la question de savoir, mais cette maladie est venue t'arracher. Et avec le cancer, tu ne peux pas te projeter sur plus de 5 ans. ouais. Si tu permets, j'ai vu une citation de Mike Tyson qui m'a fait un peu rire, mais c'est vrai, il dit, Mhm. tout le monde a un plan jusqu'à ce que la vie te donne un point dans la gueule. Voilà. Ouais. C'est ça. Et, et le cancer est là. Donc, peu importe ce que tu vis, que ce soit une trahison, que ce soit une blessure, un rejet, un abandon. Tu vois, là, je suis en train d'utiliser les termes de Lise Bobo, les 5 blessures de l'âme. Que tu sois une trahison, une humiliation, il faudrait que, donc, que tu puisses aller lire ce livre-là, de voir comment est-ce que je me suis relevé avec mes proches. Comment est-ce que j'ai foi en cette vie, ces opportunités qui se présentent à moi par des médecins compétents. Tout le monde n'a pas peut-être eu la chance d'avoir des médecins compétents, des médecins qui sont allumés, des médecins qui sont pointilleux. Ou bien tout le monde peut-être n'a pas peut-être la force d'esprit de continuer à prendre des médicaments qui te détruisent. Mm. Moi, les médicaments que je prends ont changé mon métabolisme. Les médicaments même changent ton ADN. Ça change ton ADN, ça change ton métabolisme. Il y en a, ils perdent l'appétit, il y en a, ils prennent du poids. Tout, et peu importe les deux contextes, toujours c'est sans manger. C'est sans manger parce que ça te coupe l'appétit, mais tu dois quand même naviguer dedans et continuer à garder de l'espoir et de l'espérance. Donc, en fait, le monsieur, madame, tout le monde, c'est de voir, de comprendre aussi qu'ils peuvent tirer du courage, mais aussi de, malgré les épreuves qu'ils vivent, il ne faut pas qu'ils oublient de rire. Parce que dedans, il y a eu les fous rires. Ouais, c'est vrai, Voilà, c'est donc vrai. il y a plein de choses où on parlait de ça. C'est vraiment de s'accrocher. Et Maya Angelou dit l'une des plus grandes vertus, pour elle, là, c'est le courage, parce que si on n'a pas le courage, on ne peut pas pratiquer les autres vertus. Si j'ai pas assez de courage, je peux pas rire. Parce que je vais me dire que donc, si j'ai pas assez de courage, je peux pas me tenir sur un stage pour pouvoir parler. Mhm. Si j'ai pas le courage, je ne vais pas accepter d'aller à un autre traitement de chimiothérapie, sachant que ça me détruit de l'intérieur et que c'est un poison. Si je n'ai pas le courage, je ne vais pas venir m'asseoir ici sur le beau plateau de paroles et profondeur pour venir parler de cela. Donc, le courage, on doit s'armer de courage et vivre les instants présents avec nos proches. Et pour terminer, là, pour celui-là, apprendre à vivre l'instant présent. Donc, pourquoi est-ce que avant on dit le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit présent, c'est un présent. Mm. C'est un cadeau qu'on nous fait. Mhm. Demain n'est pas encore N'est pas arrivé. garanti. Mm. Donc, c'est incertain, c'est improbable. Donc, pour nous, là, c'est important d'apprendre à vivre dans l'instant présent. Souvent, on cherche des solutions pour des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Mhm. En d'autres termes, il ne faut pas se prendre la tête, quoi. La vie se vit Oui, une journée à la fois, un projet à la fois, pour qu'on ait l'opportunité, l'occasion de pouvoir savourer ce qu'est la vie elle-même. c'est ça. Et c'est s'écouter aussi. Tu Mm. sais, c'est important. Euh, ça, mon livre permet de s'écouter. Parce que chacun va trouver un terme. Mon livre va permettre de pouvoir s'écouter. Mhm. Et au travers de l'écriture en général, il faut comprendre que non, que on ne se compare pas à l'autre.
parce qu'on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même background, le bagage émotionnel, le bagage psychologique, le bagage intellectuel. Oh, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte, qui rentrent en jeu, ces critères-là vont changer la donne. Les Absolument. data, comme on dit, et c'est à nous de prendre du recul, beaucoup d'humilité et de les accepter. Les accepter. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai reçu ce livre, je la dédicace de mon livre, depuis le 26 9e mois 2023, qu'il a été signé. Donc, ça fait un bout de temps quand même. Et voilà, donc on a fini les méandres de notre voyage, donc on va revenir en surface. Le livre est disponible sur Amazon, Raymond vous donnera les liens qu'il faut. Mais ce n'est pas juste un livre, hein, tu sais, c'est vraiment du vécu. Oui, oui. Ce n'est pas une affaire inventée, vous savez, hein, il y a tout le plan de la vie qu'on se fait, puis il y a la réalité, c'est qu'elle représente. Donc, quand une personne est déjà passée par là, ben, c'est toujours bien de s'enrichir de comment tu fais, de voir les détails, tout en étant authentique. Hein. Le but, ce n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Le but, c'est de pouvoir raconter les choses telles qu'elles ont été. Okay, les moments de trouble, de doute, les moments où on est même perdu, les moments de confusion, mais c'est tout ça. Okay? Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde derrière, on se dit, bah ouais, comment est-ce que je fais pour passer à travers ça? Et on devient, on a de la compassion envers soi-même. Justement. Et je pense que l'amour même prend naissance là parce que ça nous permet d'assister d'autres personnes. Et pour moi, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, tu es coach en guérison à l'intérieur. Mais c'est ça. Ben, en fait, quand j'ai fini d'écrire De la fin au commencement, j'ai commencé à écrire le deuxième livre. Et puis, le premier chapitre de mon livre, c'est Je me noie. Et à chaque fois que je vais écrire Je me noie, j'ai des larmes et puis je repousse l'ordinateur et j'écris. Mais ça aussi, c'est important parce que comme on en parle des profondeurs, on n'est pas obligé, à moins que ce soit comme la dame qui a écrit Harry Potter, où ce sont des trucs de fiction, et puis tu écris tome 1, tome 2, tome 3. Et tu peux écrire un livre, et puis il va être en attente, et puis sauter à aller écrire un livre. Ça, il faut que les gens comprennent parce que même si c'est toi qui produis les livres, qui écrit le livre, pour chaque livre que tu vas produire ou que tu vas écrire, ça demande une certaine santé émotionnelle et une certaine maturité émotionnelle par rapport à la production de ce que tu veux donner, du contenu qui se trouve à l'intérieur. Et même, j'avais déjà trouvé le titre du livre, tout ça, mais quand j'écris « Je me noie », est-ce que je suis capable d'affronter les méandres, les profondeurs, l'obscurité? De ta propre histoire. Voilà, de ma propre histoire qui fait que je me noie. Et souvent, aujourd'hui, on peut entendre... Moi, une fois, j'ai entendu, on appelle ça une noyade sèche. Je dis, c'est quoi une noyade sèche? Et à chaque fois, je vais regarder. Mais c'est ça, c'est important. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir aussi écrire aussi mon cahier d'exercice aussi, qui est un processus de guérison avec soi-même déjà au premier niveau. Donc, effectivement... tout ce processus, ça, c'est chaque jour de pouvoir guérir un peu plus. Et surtout, pour nous qui sommes des immigrants de première génération, de pouvoir trouver des outils pour résister, pour être résilient et pour avancer dans ce parcours migratoire-là. Excellent, excellent. Voilà, parole et profondeur. Chaque livre qu'on ouvre, c'est un chemin, c'est une croisée, c'est une découverte. Chaque livre qu'on referme nous laisse un goût d'enrichissement, certainement de questionnement, qui nous permet de nous réinventer, certainement de par nos expériences. Voilà, donc ça m'a fait plaisir aujourd'hui avec Raymond Gomis de la fin au commencement. Et quant à moi, votre fidèle serviteur, Dof, on se revoit la prochaine. Au revoir. Au revoir, Dof. Merci. Merci beaucoup, coach. Bye.